En ce moment, il y a des manifestations dans l'un des pays les plus autoritaires au monde. L'État israélien doit faire face à un mouvement populaire qui s'accroche après des semaines de manifestations. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces manifestations et comment sont-elles organisées dans un pays qui contrôle d'habitude si bien sa population? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans un récap de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on a trouvé tout seul le concept, on s'est inspiré de personne. Et c'est un format qui va à partir de septembre devenir une quotidienne. Et ça sur une nouvelle chaîne YouTube qu'on vient d'ouvrir qui s'appelle Actu Réfractaire. Et donc soutenez dès maintenant cette initiative en vous abonnant sur la chaîne que vous allez trouver en description et en y découvrant les toutes nouvelles vidéos inédites qui s'y trouvent. Alors déjà, regardons un petit peu ces images. Que se passe-t-il en Israël? Il y a des manifestations populaires massives qui ne sont pas organisées par des syndicats ou par des partis politiques et avec des drapeaux nationaux partout. Des manifs qui ne suivent pas du tout le chemin traditionnel puisque eux, ils ont par exemple marché de Tel Aviv à Jérusalem avec des battements de tambour et des slogans qui disent quoi? Qui disent démocratie ou révolution. Et c'est pas des manifestations qui durent 2 semaines et puis on rentre à la maison. Ça fait 7 mois que les Israéliens sont en manifestation. Il y a peu de grèves, peu de blocages, mais des occupations de places publiques avec des milliers de personnes, avec des tentes et toute une vie de village qui s'organise. Et ça, évidemment, en tant que Français, ça nous rappelle ce qu'on a déjà vu chez nous, c'est-à-dire Nuit debout avec les occupations de places publiques et surtout les gilets jaunes. Donc question, est-ce que Israël est en train de vivre en ce moment son printemps populaire? Alors déjà, essayons de comprendre la situation. Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement? C'est une loi sur la réforme de la justice qui est proposée par le gouvernement israélien qui est conservateur, religieux et autoritaire. La réforme permettrait au pouvoir exécutif d'appliquer des lois avec la majorité du Parlement seulement, sans aucun contrôle de la justice. Et donc là, la séparation des pouvoirs, elle est totalement perturbée, parce que le pouvoir exécutif contrôle le pouvoir législatif, parce que c'est le Premier ministre qui est chef du parti qui permet aux députés de se faire élire, donc les députés obéissent, c'est comme en France, et le pouvoir judiciaire, là, ne peut plus contrôler le pouvoir exécutif. Donc ça pose un problème de démocratie. La réforme prévoit une élection des juges, mais les manifestants craignent là aussi une dérive autocratique, parce que les partis les plus riches et donc les plus puissants pourront placer leurs candidats, et donc la justice sera représentative du pouvoir en place, du parti en place. Netanyahou, le Premier ministre israélien, est d'ailleurs toujours inculpé dans plusieurs affaires de corruption. Il aurait donc bien besoin d'alliés dans les tribunaux pour se faire blanchir. Pour contenter les alliés du Premier ministre, cette loi va permettre au Parlement de faire annuler des décisions de la Cour suprême, terrain de plusieurs luttes judiciaires entre l'État et des organisations politiques, associatives et humanitaires concernant notamment la Palestine et la Cisjordanie. Donc on est face à un mouvement populaire organisé comme les Gilets jaunes qui lutte face à l'autoritarisme d'un système politique où l'exécutif prend de plus en plus de pouvoir. C'est quand même une situation qui ressemble beaucoup aux Gilets jaunes, sauf qu'il y a quelques nuances à apporter. Déjà, l'une des plus grandes différences, c'est que le mouvement en Israël a un représentant, c'est la procureure générale Barava Miera, qui est une indépendante du gouvernement. De fait, le procureur devient un leader et organise une partie du mouvement avec à ses côtés des chefs de très grosses entreprises, mais aussi des réservistes de l'armée qui, dès le début du mouvement, ont menacé de ne plus se présenter au travail si la loi était adoptée. Là où les Gilets jaunes n'avaient pas de représentants, ni d'organisation claire, ni de soutien au sein du système, le mouvement en Israël, lui, est soutenu par une partie des gens au pouvoir, que ce soit le pouvoir économique, le pouvoir militaire ou le pouvoir judiciaire. Autrement dit, le mouvement est soutenu par une partie de la bourgeoisie israélienne. Alors attention, évidemment, ça ne veut pas dire que le mouvement ne peut pas gagner en Israël, notamment sur la réforme de la justice. Ça veut simplement dire que les militants israéliens ne pourront pas aller plus loin dans leur mouvement que ce qui sert les intérêts de leurs représentants. Donc pas de réelle démocratie ou de grandes lois économiques sur l'enrichissement des élites, par exemple.
Mais comme toujours, il ne faut pas oublier concrètement que ce qui est en train de se passer fait que des millions d'Israéliens parlent de la réforme, parlent de politique, voient que la lutte a des résultats et donc se politisent dans des manifestations et des occupations permanentes. Et ça, le gouvernement ne peut pas l'empêcher. La justice israélienne fait parler d'elle, mais il y a aussi la justice de leur plus grand allié qui fait la une des médias. On va parler des États-Unis, de Donald Trump, mais surtout de son avocat John Lauro. Et notre ami John, en ce moment, il a énormément de boulot, que ce soit avec la ABC, la NBC, la CNN, la CBS, la Fox. Il fait tous les médias en ce moment pour défendre devant l'opinion publique la réputation de son très cher client. Une réputation entachée par 4 procédures judiciaires contre l'ancien président états-unien. La dernière en date, c'est une inculpation par la justice pour fraude, délinquance en bonne organisée et ingérence électorale lors de la présidentielle de 2020 en Géorgie, un état clé que Trump avait perdu contre Biden à 0,23% près. Et ces inculpations, elles sortent pas de nulle part, puisque faut dire que Donald Trump, il avait fait des pressions sur les secrétaires d'État de la Géorgie et sur les responsables du scrutin pour bloquer le compte à travers un célèbre tweet, mais aussi pour trouver des votes supplémentaires histoire de gagner cet État. L'État était dans les mains des républicains. Trump espérait donc une coopération de ses alliés pour truquer ces élections, sauf que ses alliés ne l'ont pas fait. Ils ont rendu publiques les pressions à travers la diffusion d'enregistrements audio de conversations téléphoniques, ce qui a découlé logiquement aux inculpations toutes récentes de la justice états-unienne. Et comment John défend son riche et important client? En répétant partout à la télévision que c'est de la liberté d'expression. Oui, c'est de la liberté d'expression. On pourrait croire que ce sont des élections qui ont tenté d'être truquées, mais non, évidemment, c'est la liberté d'expression. Et cet attachement à la liberté d'expression est un peu ironique quand on connaît l'histoire, notamment de Trump et de Julian Assange. Lors de la campagne de Trump en 2016, il avait défendu Wikileaks et Julian Assange, mais une fois au pouvoir, il avait laissé Julian Assange au fond d'un cachot en Angleterre. Donc, quand c'est Julian Assange qui révèle des crimes de guerre, là, c'est une véritable fraude au droit états-unien. Par contre, quand c'est lui-même, le milliardaire qui truque une élection présidentielle, là, évidemment, c'est de la liberté de l'expression. L'affaire montre surtout que la corruption est omniprésente dans le système états-unien, mais ce serait faux de penser qu'il n'y a qu'aux États-Unis qu'il y a ce genre de problème. On retourne dans notre pays, la France, avec le préfet Alain Gardère ainsi que 13 autres personnes qui ont comparu devant le tribunal pour recel d'abus de biens sociaux, détournement de fonds, faux et usage de faux, blanchiment de fraude fiscale ou encore prise illégale d'intérêt. Ça commence à faire beaucoup quand même. Mais qu'est-ce qu'a fait notre préfet pour arriver dans une telle situation ? En réalité, il avait un ami qui était président d'une société de sécurité qui, un jour, avait besoin d'une autorisation de port d'armes juste pour 24 heures. Cet ami voulait être embauché pour Charlie Hebdo qui demandait alors des agents de sécurité armés. Il fallait donc une autorisation d'urgence. Et qu'a fait notre préfet Alain Gardère? Il a fait de son mieux pour accélérer le dossier. Mais évidemment, notre préfet ne fait rien gratuitement. En échange, il a eu quelques cadeaux compensatoires, notamment un voyage à Budapest, des caisses de vin et des places pour des défilés Chanel et Hermès, s'il vous plaît. Avec un autre ami, il a eu aussi un repas aux chandelles au restaurant de la Tour Eiffel et une facture de voiture de location en Corse qui sont échangées contre des dérogations d'accès à l'aéroport du Bourget pour Bernard Arnault. Et des histoires comme ça, il y en a énormément. On vous met évidemment en description le lien de l'article si vous voulez avoir la version exhaustive. Pour rappel, Alain Gardère a été directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur Claude Guéant, puis préfet en charge de la sécurité à Marseille, nommé par Nicolas Sarkozy lui-même, comme quoi on apprend des meilleurs. Avec tout ça, on a juste envie de faire une chose, c'est de partir en voyage loin des problèmes, loin de la corruption, loin des manifestations, prendre l'avion, sauf que il y a encore des grèves des contrôleurs aériens cette fois. Mais heureusement, Ryanair a la solution. Dans un mail envoyé à leurs clients, la compagnie partage une pétition afin de demander à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, de casser
les grèves en France des contrôleurs aériens. Et comment? En obligeant l'État français à légiférer soit pour interdire la grève, soit pour court-circuiter avec l'embauche d'intérimaires. Comme ça, plus de problème. Et on vous encourage évidemment à rejoindre les 1,6 million de personnes signataires. 1,6 million quand même pour casser des grèves. Pour rappel, la compagnie low cost Ryanair affiche un bénéfice net de 663 millions d'euros pour le premier trimestre 2023. Un profit qui a été multiplié par 4 en un an. Un résultat qui s'explique notamment par la hausse du nombre de passagers et une augmentation de leurs tarifs en 2023, comme c'est pratique l'inflation. Ils veulent donc des bénéfices, mais surtout pas redistribuer les salaires. Alors qu'en Europe et particulièrement en France, les prix s'envolent. Donc il y a quand même un petit problème dans cette histoire. C'est là-dessus qu'on termine cette quotidienne. Pour rappel, c'est un format que vous retrouverez dans notre nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Actu Réfractaire. Un format que vous retrouverez à partir de septembre. Nous aurons donc enfin pour nous un bulletin d'actualité critique sur Internet. On a donc besoin de force pour lancer ce projet qui est un vrai pari puisque nous avons engagé de nouvelles personnes pour l'écriture de ces quotidiennes-là. Il nous faut donc un maximum de partage et d'abonnements sur cette nouvelle chaîne YouTube dont vous trouverez le lien en description. Et si vous y allez dès maintenant, vous allez y retrouver des nouvelles vidéos inédites. Merci en tout cas pour tous ceux qui nous ont soutenus, notamment pour le financement participatif qui nous permet de lancer cette nouvelle chaîne et ces nouveaux projets. Sur ce, amis réfractaires, on se retrouve donc sur la chaîne du Canard et de l'Actu Réfractaire. Des bisous. Quack.